C'est un privilège d'ouvrir ce webinaire ERI Financial Afrique consacré à deux sujets qui redessinent aujourd'hui l'architecture des paiements en Afrique, le virement de masse et le paiement instantané. L'Afrique connaît actuellement une transformation silencieuse mais profonde de ses moyens de paiement. Dans l'UEMOA, la modernisation engagée par la BCEAO suit son chemin. Au Maroc, beaucoup de résultats ont été déjà engrangés. Donc, pour parler de cette problématique sous ses aspects techniques, réglementaires, sécuritaires, mais aussi business, nous avons l'immense plaisir de vous présenter un panel composé de hautes personnalités de la finance. Donc, sans plus tarder, je vous les présente. Donc, pour en parler, nous avons Fulgence Amani, qui est le CEO et fondateur de Lomé Business School. Fulgence Amani est également diplômé master en finance à Eskema Business School. Il est entrepreneur franco-ivoirien avec 20 ans d'expérience dans la finance et le digital au sein des grandes entreprises, notamment Total, Capgemini, Orange Bank. Il est passionné pour l'éducation et l'entrepreneuriat à impact en Afrique. Et avec nous aussi, à tout seigneur, tout honneur, Harold Kofi, 27 ans d'expérience à l'international entre l'Europe, les États-Unis et l'Afrique dans le domaine bancaire. Il est diplômé de l'Université Paris 12 et de l'Université of Texas à Dallas. Il a débuté sa carrière chez Chase Bank, JP Morgan Chase, avant de prendre des responsabilités en Afrique de l'Ouest. À la tête de la Société Générale Burkina Faso de 2018 à 2022, il a accompagné la banque dans une phase de redressement et de croissance, puis a pris en 2022 la direction de la Société Générale Sénégal. Donc, avec nous aussi, Dominique Darentière, qui est Business Solution Manager chez Eri Bancaire. Il est passé donc par Logos, Vivio, Temenos. Dominique est un expert fonctionnel et technique d'expérience dans le domaine des technologies bancaires. Il est aujourd'hui responsable des actions avant-vente d'Eri Bancaire à Paris. Et nous avons vraiment, et nous lui souhaitons bon rétablissement, le regret de vous annoncer que Mohamed Niang, qui est directeur chez Ria Money, ne sera pas des nôtres. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Donc, sans plus tarder, je vais introduire ce panel stratégique, passionnant, décisif sur donc deux thématiques qui aujourd'hui occupent tout le secteur financier, à savoir le virement de masse et le paiement instantané. Je vais me tourner vers Dominique Darentière pour commencer parce qu'il a eu à conduire une transformation similaire dans le marché marocain. Donc, de votre expérience avec la Banque centrale du Maroc, cher Dominique, quels conseils et réflexions pouvez-vous apporter à nos amis banquiers en Afrique de l'Ouest sur ces évolutions réglementaires? À vous la parole, Dominique Darentière. Oui, merci Adama. Effectivement, avec notre système olympique, on a équipé plusieurs banques marocaines, notamment la BECAM, et on a participé au lancement des virements instantanés qui ont démarré au Maroc, qui ont été mis en production en juin 2023. Et ce qu'on peut apporter comme retour d'expérience, la première, c'est qu'il y a une très bonne appropriation de ces méthodes de paiement par la clientèle marocaine, puisque je crois que la première année, il y a eu à peu près 6 millions de virements qui ont été traités, et dès la seconde année, ça avait doublé. En 2024, le volume a doublé, et en 2025, ils ont fait un point de situation en juillet 2025, ils avaient atteint les volumes globaux de 2024. Donc, il y a vraiment une très bonne appropriation de ces outils au niveau du marché. Après, au niveau des banques, je pense qu'il y a un modèle économique à trouver, notamment au niveau de la tarification, puisque le modèle marocain, ils avaient mis en place au début une tarification sans tarification, donc un paiement gratuit, je dirais, pour une bonne appropriation des virements. Et derrière, maintenant, la tarification libre, et chaque établissement doit se positionner, sachant que c'est parfois compliqué de facturer ce type de prestations quand il y a des alternatives qui sont très peu coûteuses. À cela s'accompagne également la suppression des dates de valeur, puisque quand on fait du paiement instantané, il n'y a plus de date de valeur, donc il y a une source de revenus en moins au niveau de la banque. En termes de gestion d'activité, il faut que la banque s'équipe pour gérer une activité en 24/7.
Donc, autrement dit, les paiements sont ouverts tous les jours, quelle que soit l'heure de la journée. Il faut qu'il y ait je dirais qu'il y ait des processus et des équipes qui soient là en place pour veiller au bon traitement des opérations. Ça serait également accompagné, je dirais, d'une plus grande interopérabilité des systèmes de paiement. Autrement dit, ce type de plateforme permet également, je dirais, d'ouvrir des nouveaux services et de connecter tout ce qui est les paiements peer-to-peer, donc d'avoir des connectivités et au niveau des banques, d'ouvrir le système et d'accepter, je dirais, des flux de paiement qui viennent de l'extérieur et les traiter directement dans le système en lien avec la plateforme de compensation. Et puis, pour terminer, peut-être, ça s'accompagne également d'une autre réforme qui est la mise en place de messages aux normes ISO 20022. Donc ça, c'est une norme internationale et ça oblige également, je dirais, la banque à mieux formater, mieux structurer les messages et ça permet également un meilleur contrôle et une meilleure fiabilisation, je dirais, des process. Oui, donc merci pour ce retour d'expérience. Donc, on voit qu'il y a à la fois des contraintes réglementaires, techniques, la continuité du service et le processus qui doit fonctionner 24 sur 24. Un modèle économique à trouver, je pense que c'est une question ouverte. Donc, j'introduis donc Fulgence Amani, donc, qui est le fondateur de la Lomé Business School, pour lui demander qu'est-ce qu'il pense d'un point de vue organisationnel, ce que les banques devraient faire justement face à ces deux nouvelles, à ces deux innovations. Donc, Fulgence Amani, à vous. Ok, donc, merci Adama. Bonjour. Vous avez effectivement bien sûr évoqué aujourd'hui mon rôle dans la Lomé Business School, mais dans une ancienne vie, effectivement, j'étais dans la banque. Je suis des sujets principalement de banque digitale. Et donc, sur le sujet de virement de masse, je pense que ce n'est pas encore aujourd'hui en activité. L'aîné Harold nous dira effectivement un peu les perspectives chez certains groupes, mais on est plutôt sur la partie du virement instantané qui est l'actualité depuis quelques mois dans la zone UEMOA. Et pour aller effectivement dans la continuité de ce que Dominique a présenté, la réalité est qu'on va avoir beaucoup d'évolutions, mais en même temps de simplifications. Donc, c'est une très belle nouvelle effectivement dans la zone parce que la première simplification, la première évolution, c'est le fait qu'on parle désormais effectivement, on va dire, d'un identifiant commun pour pouvoir faire les transactions. On va parler d'alias, ce qui fragmentait fortement l'écosystème il y a quelques temps. On était d'un côté effectivement sur des sujets d'avoir un RIB pour les acteurs bancaires et puis tout ce qui était effectivement extra-bancaire, il fallait beaucoup d'actions de connectivité, d'interfaçage pour pouvoir effectivement dialoguer avec l'écosystème bancaire. Donc ça, c'est vraiment la première grosse simplification donc qui va impacter les métiers, donc c'est le cas déjà, des métiers dans les différentes banques. Par exemple, le back-office devra fortement effectivement s'aligner sur ces usages plus digitaux. Qui parle de paiement instantané dit aussi qu'on va avoir le challenge de tout ce qui est screening, tout ce qui est contrôle des bénéficiaires en temps réel. Donc, cela aussi, effectivement, va appeler à une évolution, à une capacité à utiliser des outils pour pouvoir faire ces contrôles-là en temps réel. Et heureusement, des solutions existent aujourd'hui. C'était déjà utilisé quand on était dans des écosystèmes, effectivement, de transactions digitales où on avait une masse importante de transactions. Donc, pour certains acteurs, notamment la banque, qui utilisaient effectivement des solutions de contrôle en temps réel, à la fois des KYC et aussi de la partie AML. Mais mais le deuxième sujet aussi, je pense, qui est assez important, c'est la question de la réconciliation. Donc, qui dit effectivement virement instantané, euh, dit qu'on n'a pas beaucoup de chances effectivement de rattraper des opérations en échec, quoique aujourd'hui c'est prévu, il y a des dispositifs qui permettent effectivement d'en rattraper, mais si les usages, et c'est le souhait de la BCAO et des acteurs bancaires, si les usages montent en quantité, en volume, et il va être compliqué effectivement de pouvoir faire des réconciliations manuelles. Donc, là aussi, il y a un besoin effectivement d'impliquer à la fois le back-office, les équipes de risque et donc au cœur de tout ça, les DSI pour pouvoir faire évoluer les usages en intégrant ces actions.
Et puis après, bon, peut-être on pourra l'aborder dans un second temps. Il va avoir aussi effectivement un impact sur les utilisateurs et donc sur l'aspect business à regarder avec les différentes directions commerciales. Voilà. Merci, Fulgence Amani. Vous avez évoqué donc des points importants, par exemple, comment rattraper les erreurs. Je pense qu'on est dans l'instantané et c'est pas aussi évident. Vous avez aussi parlé de l'alias, de l'identifiant unique pour faire ces transactions. Donc, je retourne maintenant vers Harold Kofi, qui est le directeur général de Société Générale au Sénégal. Donc, Harold, vous avez suivi ces évolutions réglementaires sur le paiement instantané, donc implémenté par la BCEAO. Comment une banque comme la Société Générale appréhende-t-elle ce tournant et quel premier impact pensez-vous observer? Ok, d'abord, bonjour à tous, tous ceux qui nous regardent, qui participent à ce webinaire. Adama, bravo pour cette initiative. En fait, Fulgence et Dominique ont facilité mon travail puisque beaucoup a été dit. Moi, je dirais que déjà, la première des choses, il faut se rendre compte que c'est une révolution. Euh, je me souviens pour le gym, et Adama doit s'en souvenir aussi, je crois que c'était dans les années 2000, le lancement du groupement interbancaire pour la monétique. Euh, je regarde un peu avec un même paralléliste ces deux sujets-là, parce qu'à l'époque, si vous vous souvenez, toutes les banques avaient leur propre système de gestion des distributeurs automatiques. Et aujourd'hui, grâce au GIM, UEMOA, on peut émettre une carte au Sénégal et pouvoir l'utiliser en Côte d'Ivoire. Et ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, je crois que c'est une seconde révolution finalement initiée par la Banque centrale qu'il faut saluer. Alors, ça vient avec énormément de challenges et Fulgence l'a rappelé et c'est vrai. Moi, il y en a peut-être deux ou trois qui me viennent déjà à l'esprit. D'abord, c'est au niveau IT, au niveau de tout ce qui est sécurité informatique. On était dans des environnements entre banques, entre nous, si vous voulez, un système assez intégré avec des logiciels plus ou moins connus. Et justement, j'ai compris que d'ailleurs Dominique était dans cette sphère de core banking system. Donc, tout ça était bien connu et aujourd'hui, la Banque centrale demande d'ouvrir le jeu, de commencer à interopérer avec des émetteurs de monnaie électronique, avec des fintechs, et donc des acteurs en fait qui sont très différents. Et tout ça dans un seul écosystème et une seule plateforme qui finalement serait très simple pour l'utilisateur, mais assez complexe en termes de sécurité pour chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, Société Générale, évidemment, on est complètement intégré dans ce processus-là, mais c'est des challenges. Et donc ça nécessitait quand même de s'adapter, de faire des renoncements, de discuter, d'échanger pour que côté IT, on soit tous d'accord sur à quoi doit ressembler, je dirais, les paiements dans la zone UEMOA demain en termes de sécurité informatique. Le deuxième enjeu, c'est vraiment celui des flux. Et ça a été là aussi rappelé. Il faut vous rendre compte qu'en fait, aujourd'hui, grâce à PSP, un client bancaire peut vider son compte de manière instantanée au profit d'un wallet dans la zone. Et il peut le faire 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et quand on sait que il faut pouvoir faire des compensations, ça veut dire que les banques doivent s'assurer quelque part d'avoir un matelas de liquidité qui permet justement d'être comme ça ponctionné de manière instantanée à tout moment et même les week-ends, si je puis dire. Donc ça, c'est un gros challenge pour certaines banques. Il faut savoir que dans notre activité normale, nous avons aussi l'habitude de gérer des floats, ce qu'on appelle un float, c'est-à-dire un montant de liquidité résiduelle qui reste sur nos comptes et qui permet quelque part de respecter nos réserves obligatoires. Mais cette notion de float tombe un peu à l'eau quelque part, puisqu'aujourd'hui, la volatilité sur la liquidité devient un gros challenge majeur et permanent, puisque je rappelle qu'on a à peu près, ne serait-ce que les banques, on a à peu près 130 banques. Je crois que, et quand on rajoute les EME, en fait, les acteurs, on peut aller jusqu'à 200, 250 facilement. Et donc, tout ça rend la chose difficile. Un troisième enjeu, c'est la rentabilité. La Banque centrale, et on le voit dans la Convention, exige effectivement que ces transferts-là se fassent gratuitement, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Et donc, ce sont des streams de revenus, ce sont des poches de revenus pour les banques qui vont forcément être challengées. À nous, justement, de faire preuve d'innovation, d'adaptabilité et puis de pouvoir proposer autre chose à nos clients. Mais somme toute, moi, je retiens qu'au-delà des challenges, il faut saluer l'initiative parce que
on a besoin de plus d'inclusion financière et je crois que l'interopérabilité va permettre cela. Nous avons besoin de réduire le cash en circulation et donc plus il y aura de paiement, on espère qu'il y aura moins de cash. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le cash, ça coûte cher aux banques. Il faut le transporter, il faut le sécuriser, et il y a des risques opérationnels à gérer. Donc, si petit à petit, aujourd'hui, nous rentrons dans PSP qui permettent que les comportements de nos clients évoluent et que les banques et tous les acteurs doivent s'adapter, je me dis qu'à moyen long terme, ça sera très positif pour la zone. Un dernier point, c'est la captation de l'épargne, puisqu'il y aura plus de traçabilité, un système assez intégré et facile à utiliser peut faire en sorte que nous arrivons tous à mieux capter l'épargne, ce qui est une bonne chose pour nos économies. Donc voilà peut-être ce que je peux dire sur ce qui peut se passer dans l'avenir pour les banques que nous sommes. Merci beaucoup. Merci Harold Kofi pour ce tour d'horizon, ce petit tour d'horizon qui nous permet de voir les enjeux et les défis côté banque. Notamment, vous avez dit la disponibilité de la liquidité puisqu'il s'agit de transactions instantanées et l'adaptation des IT. Et justement, sur cette question des IT, je reviens à Dominique Darentière pour lui demander, d'un point de vue corps bancaire, quels sont les prérequis sécuritaires et techniques à mettre en œuvre pour adresser ce sujet? Merci Harold déjà d'avoir un petit peu évoqué le sujet en mettant ce point-là au cœur des préoccupations. C'est effectivement un sujet très important. En fait, ce qu'il se passe, c'est que le système bancaire de la banque va être amené à dialoguer en temps réel avec un écosystème, donc en amont et en aval, donc les outils de compensation et gérer tous les outils de paiement qui vont être branchés sur le corps système de la banque. Et pour ça, il faut que le système soit déjà fonctionne en temps réel. Il faut qu'il soit extrêmement robuste et extrêmement efficace. Et pour ça, qu'est-ce qui va sans doute se passer pour vous? C'est que vous allez devoir passer les tests d'homologation. C'est ce qui s'est passé au Maroc, c'est ce qui se passe également en Europe. C'est que pour pouvoir mettre en place ce type de prestations, il y a une homologation technique à passer avec votre prestataire qui assure la compensation et dans lequel on va vérifier que les opérations sont traitées effectivement dans un temps minimum et que vous êtes en mesure de traiter un certain nombre d'opérations. Par exemple, au Maroc, il fallait être capable de traiter 5 opérations à la seconde et il fallait qu'une opération soit traitée de bout en bout jusqu'à l'acquittement final en moins de 20 secondes. Donc, c'est des temps qui sont quand même assez courts. Et donc, il y a une vraie problématique d'efficacité et de temps réel à gérer. Sachant que dans ce traitement de bout en bout, comme vous l'avez indiqué, comme l'a indiqué Fulgence et Harold, il y a également des contrôles à faire. Des contrôles de liquidité au niveau du compte du client, tous les contrôles de lutte contre le blanchiment, l'embargo, la fraude qui doivent être faits. Et là aussi, il va falloir optimiser les workflows de contrôle, et éventuellement mettre en place des procédures de pré-check pour optimiser, je dirais, la fonction contrôle. Si vous faites du contrôle embargo sur tous les paiements instantanés qui vont être initiés sur la plateforme, quel que soit le bénéficiaire, quel que soit le correspondant, vous risquez de faire tomber la plateforme. Il faut optimiser vos processus. Le second point, c'est que le système doit être ouvert en mode 24/7 tout le temps, donc il doit être disponible et les clients doivent pouvoir faire les opérations n'importe quand, tard le week-end, le dimanche matin, la nuit, quand le système est ouvert. Et pour ça, il faut que votre plateforme, elle soit ouverte également en mode 24/7 et qu'elle soit résiliente. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez c'est souvent déjà le cas, mais en tout cas, des systèmes de secours qui soient en mode actif-actif, des systèmes de basculement sur des outils de production de secours. Et il faut également minimiser ce qu'on appelle les plages de maintenance. Ça veut dire que malgré tout, parfois, la banque est obligée de venir travailler en maintenance sur son système. Et il faut que la plage de maintenance soit minimisée pour que le service soit interrompu le minimum de temps. Ça, c'est un point également très, très important. Après, en termes d'opérabilité, la banque, l'idée derrière, comme l'a indiqué Harold, c'est de capter les flux qui sont parfois traités sur d'autres plateformes. Donc, il faut que la banque, elle puisse s'interconnecter avec tout type de prestataires de services de paiement, suivant différentes méthodes. C'est-à-dire avoir un middleware qui soit capable de gérer des messages, soit capable de gérer des flux structurés.
et éventuellement également avoir des API qui soient appelables depuis l'extérieur pour initier des paiements directement sur la plateforme de la banque. Ça, c'est un point également, c'est la partie interopérabilité. Il faut que le système soit ouvert. On était effectivement sur des plateformes qui étaient plutôt fermées. Maintenant, il y a une nécessité d'ouvrir les plateformes et d'avoir des connecteurs, de mettre en place ce qu'on appelle l'open banking pour que tout le monde puisse communiquer avec le système de la banque. Alors, ça génère une contrainte au niveau de la banque, ça génère un gros avantage, c'est que ça lui permet de capter des flux qui aujourd'hui peut-être partent sur le réseau monétique carte bleue, partent sur des réseaux de paiement mobile, et donc de réinternaliser des flux qui sont traités aujourd'hui sur d'autres plateformes. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un système qui soit robuste, fiable et rapide. C'est vraiment le point crucial, et qui soit capable de traiter, je dirais, des flux qui viennent de l'extérieur. Merci Dominique Daventière. Donc, robustesse et surtout avoir aussi des connecteurs qui puissent capter des flux qui jusque-là échappaient aux banques. Avant de passer la question à Fulgence, je voulais juste vous demander en termes de normes au Maroc, en termes de délai, puisqu'on parle de paiement instantané, qu'est-ce que ça veut dire un paiement instantané? Est-ce que c'est en une minute, en moins? Non, attendez. Alors là, quand on est instantané, alors on est dans un monde physique. Au Maroc, ils ont mis un temps de 20 secondes. C'est-à-dire que le paiement doit être réalisé en 20 secondes. Alors réalisé, c'est-à-dire qu'il est émis, il est réceptionné par la banque direct qui va processer le paiement, et il y a un acquittement qui va être fait et un contrôle d'acquittement. C'est-à-dire que toute cette cinématique doit être faite en moins de 20 secondes. À titre de comparaison, en France aujourd'hui, c'est moins de 3 secondes. C'est-à-dire que le process doit être réalisé en moins de 3 secondes. Et donc, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de l'UEMOA, mais en tout cas, il y a certainement une certification dans laquelle on va vérifier que les gens qui se connectent sur ce type de plateforme soient capables de traiter ce délai, et également une capacité à traiter un certain volume. Donc au Maroc, il faut être capable de traiter, je crois, pendant 2 ou 3 heures, une volumétrie de 5 paiements à la seconde en simultané. D'accord. Donc, on voit quand même déjà qu'entre différentes juridictions, la notion n'est pas la même. 3 secondes en France, 20 secondes au Maroc. Alors, Fulgence Amani, peut-être c'est encore précoce en ce qui concerne le paiement instantané en zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais on a vu quand même que pour obtenir le fameux sésame, il fallait que les banques et les établissements de monnaie électronique soient détentrices ou obtiennent un agrément. Donc, est-ce que cet agrément comportait ces normes en matière de paiement instantané, en matière de robustesse de la plateforme? À vous, Fulgence. Alors, les agréments historiques, effectivement, ne comportaient pas ça, mais aujourd'hui, c'est que la BCEAO a mis en place qui est assez structurant, c'est le fait de pouvoir faire ça de manière évolutive. Donc, il y a une belle pédagogie dans ce sens. Donc, il y a des vagues de tests, en fait, où il y a des faits de pilote 1, le pilote 2. Donc, effectivement, dans les premiers pilotes, il était question, effectivement, que les banques puissent montrer des résultats de tests sur la capacité, justement, à gérer ce temps réel-là. Donc, on parle de timing, on parlait de timing autour d'une dizaine de secondes. Et puis après, il y a eu d'autres pilotes, effectivement, pour pouvoir regarder est-ce que la banque est capable de gérer la masse. Donc, à chaque pilote, il y a une forme de certification, une forme de confirmation, effectivement, avec la BCEAO, pour l'acteur de pouvoir passer, effectivement, aux autres étapes. Donc, ça, je pense qu'effectivement, c'est une approche qui est assez intéressante pour que les acteurs s'onboardent progressivement, mais pour que les banques même puissent adapter des stratégies de soft launch, c'est-à-dire de faire effectivement sur un segment plus réduit, s'assurer que tout fonctionne et puis passer progressivement effectivement aux autres étapes. Donc, c'est une approche qui a permis effectivement de pouvoir d'accompagner voilà, globalement les acteurs à pouvoir s'intégrer à cette solution. Après, on a évoqué effectivement la partie solution. Mais dans la partie solution, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dedans. Il y a bien sûr le core banking system. Il y a des travaux à faire pour faire évoluer. Donc, Dominique a évoqué effectivement la robustesse et la sécurité. C'est des bons points. Mais il va avoir aussi effectivement la capacité, donc la flexibilité à gérer des reporting. On a parlé beaucoup de réconciliation et autres.
dans la plupart des banques, on fait des réconciliations, on fait d'autres contrôles, on fait d'autres analyses des opérations avec des systèmes tiers. Donc, il faut effectivement faire évoluer ces systèmes tiers. Il faut faire évoluer, par exemple, les applications mobiles, donc les plateformes qui supportent ces applications mobiles, parce que, en fait, le point majeur pour l'utilisateur, on a parlé aussi évidemment d'inclusion, mais il y a une grosse demande pour pouvoir gérer ces paiements instantanés, de s'onboarder en vision applicative. Quand on prend les émetteurs de monnaie électronique, jusqu'à aujourd'hui, il y a une proportion importante des opérations qui se font avec des shortcodes. Donc, on parle de l'USSD. Et demain, effectivement, il va falloir faire évoluer ces acteurs-là vers des applications mobiles. Donc, ça veut dire que la banque devra rendre plus robuste son application mobile, sécuriser son application mobile, qui est en général, effectivement, hors du core banking system, même si ça dialogue après avec le core banking system. Donc, il y a une évolution à faire dans ce sens. Et puis, bon, il y a une autre partie qui n'est pas aujourd'hui normée, mais effectivement qui est, on va dire, qui va valoir de l'or. C'est déjà le cas pour certaines structures, mais qui va valoir de l'or dans le futur pour tous les acteurs bancaires, c'est la donnée. Donc, ce que PSP apporte, qui va compenser, je veux dire, effectivement, les challenges sur les revenus, ça va être la donnée. La donnée, quand on peut l'exploiter à la fois au niveau core banking system et au niveau des autres applications en modèle de scoring. Avant, c'était la chasse gardée, effectivement, de l'opérateur télécom, de quelques fintech, mais en passant à des transactions. Mais on aura effectivement de la donnée sur ses clients pour pouvoir faire d'autres formes de scoring, d'autres formes d'analyse de risque dans la logique, bien sûr, effectivement, d'adresser les crédits. Donc, c'est ces points-là, effectivement, qui vont venir compléter, on va dire, cette partie plateforme PSP qui a ses propres normes et donc qui a pour vocation d'intégrer tout l'écosystème et puis de faire bouger notre taux d'inclusion dans la zone du mois. Voilà, merci Fulgence Amani. Je dirais donc défi de l'interopérabilité entre plusieurs systèmes de paiement entre les banques et les établissements de monnaie électronique. Et en même temps, en enjeu, c'est la donnée. Donc, comment la capter en bon état et comment aussi l'utiliser pour les banques. Donc, je vais poursuivre donc, avec Harold Kofi. Donc, vous avez entendu parler donc de ces architectures plutôt ouvertes versus architectures fermées jusque-là. Donc, les banques doivent s'adapter, être connectées à tous ces autres opérateurs tiers. Donc, plus spécifiquement à la Société Générale Sénégal, comment est traitée cette facilité de transfert interopérable avec les opérateurs de monnaie électronique? Quelle est votre position sur les sujets sensibles KYC, KYB et la fraude? Le KYC, c'est ça? OK. Oui, alors, en termes de sécurité informatique, globalement, et ça a été très bien expliqué par Fulgence, on avait plusieurs challenges, mais la Banque centrale a très, très bien organisé le projet, puisqu'il y a une équipe projet. Bon, on a lancé PSP depuis le 30 septembre, donc on était en projet quand même pendant plus d'une année, hein, avec ce qu'ils ont appelé un sandbox. Donc, c'est un peu un environnement sécurisé à l'intérieur duquel on pouvait venir faire des tests, se familiariser avec les exigences et puis, quelque part, avancer par jalons pour être sûr d'être conforme et de pouvoir, quelque part, lancer. Donc, pour Société Générale, ce processus-là a été, je pense que tous les acteurs ont été bien accompagnés par la Banque centrale pour être sûr qu'on puisse atteindre ce point-là de rentrer sur la plateforme et de faire partie de l'écosystème. Donc, aujourd'hui, nous sommes en pilote côté Société Générale afin de vérifier 2-3 éléments encore avant de pouvoir rejoindre nos collègues et vulgariser ce produit-là. Donc, sur la partie IT, je pense que c'est vraiment la sécurité informatique qui était le plus grand enjeu. Après, via les API, en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est les différents acteurs ont appris à parler entre eux depuis quand même un certain moment. Sur la partie conformité, là aussi, gros challenge, puisque vous savez très bien que la lutte contre le blanchiment des capitaux est
et le financement du terrorisme est un élément fondamental dans notre zone, hein, avec le Gafi et ainsi de suite. Mais là encore, le sujet a été très, très bien pris en charge par la Banque centrale, puisque le régulateur lui-même est central dans ce dispositif de LabFT, comme on l'appelle. Et donc, c'était très simple. Il a mis des exigences assez fortes à l'entrée, afin que tout acteur qui vienne participer, qui souhaite participer à cette plateforme, ait justement un dispositif assez robuste de lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme. Par dispositif, on entend évidemment que chaque acteur ait en son sein, dans sa gouvernance, des hommes et des femmes qui, justement, s'assurent de la gestion quotidienne de l'ABFT, qui est un corpus procédural relativement assez bien élaboré, des processus de contrôle et évidemment que le KYC soit une réalité. Donc, à ce niveau-là, pour moi, je pense que euh, en mettant cette barrière à l'entrée, ça permet tout de suite de faire en sorte qu'on soit dans un environnement sécurisé. Ensuite, et on le voit dans la Convention, la Banque centrale a laissé le soin à chacun des acteurs de fixer des seuils en fonction du profil de risque de ses clients. Donc, on ne traite pas le particulier lambda comme une grande entreprise ou une PME. Donc là aussi, ça permet une certaine agilité pour quelque part avoir un profil type et mettre nos outils enfin faire en sorte que nos outils puissent plus facilement, par segmentation, assurer les contrôles de tout ce qui est sécurité financière. Donc ça, pour moi, c'est un élément fondamental. Et comme tu le sais, Adama, malheureusement, la sensibilité, le fait de sensibiliser, ça ne suffit pas. Donc, il y a tout ce qui est sanctions. Et je crois que là, la Banque centrale a un éventail très large en matière de sanctions. Ça peut aller du blâme à des sanctions pécuniaires et jusqu'au retrait de l'agrément. Donc, le seul fait de savoir qu'on peut être sanctionné fait que les différents acteurs, quelle que soit leur taille, se conforment à la réglementation en matière de conformité réglementaire et de sécurité financière. Donc voilà, moi je pense que côté IT comme conformité, qui étaient deux challenges, ont été très bien pris en charge par la Banque centrale. Il faut aussi quand même bien retenir que c'est un processus qui se fait en continu et les dispositifs devront donc s'adapter en fonction de l'exigence réglementaire qui va s'imposer à nous en fonction de l'évolution de notre zone. Voilà ce que je peux dire sur la partie conformité IT. Voilà. Merci beaucoup, Harold. Donc, il y a énormément d'enjeux pour cette partie conformité avec la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et aussi le blanchiment d'argent. Donc, on comprend un petit peu l'exigence en termes d'agrément qui a été mis en place dès l'entrée pour accéder à ces services. Donc, par le régulateur, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je vous garde, Harold Kofi, pour une question qui rentre un peu dans le troisième round. Et avant de vous la poser, je rappelle juste au public qui nous suit un peu partout, dans la région, ailleurs, en Europe, en Afrique, que les questions seront bientôt ouvertes dès la fin de ce troisième round. Donc, vous pourrez poser vos questions. Et nous, on va les recevoir donc, et les poser directement pour vous à nos brillants panélistes. Donc, Harold Kofi, de votre fenêtre bancaire, est-ce l'occasion pour la banque de reprendre la main sur les institutions de transfert, sur leur marché retail et les PME? Ok, en fait, quand tu dis reprendre la main, c'est comme si on l'avait perdu. Je pense que. Mais oui, on avait l'impression. On avait l'impression quand même que le match était dominé par les fintechs. Non, tu as raison. C'est vrai qu'on est challengé par nos confrères des EME ou FinTech. Mais en réalité, les acteurs du mobile banking ne sont pas nos ennemis. Ne sont pas nos ennemis. Je reste convaincu d'une chose, c'est que le spectre des produits et besoin des clients reste assez large et que les différents acteurs que nous sommes pouvons quelque part apporter une réponse. Quand on prend les acteurs de mobile banking, ils ont été très agiles, hein, très, très, très forts, très, très, je dirais, avant-gardistes finalement
par déjà un maillage très large. Aujourd'hui, dans n'importe quel village de nos pays, on a un point de contact avec un acteur mobile banking pour faire ces transactions, utilisé pour tout ce qui est petit paiement, petit dépôt. Aujourd'hui, on parle de nano-crédit. Donc, par exemple, environnement des paiements. Je pense que les banques ont été assez en retard. Donc, ici, il faut qu'on arrive à travailler avec ces différents acteurs-là pour amplifier leurs actions. Après, les banques restent quand même, pour moi, au centre de la stabilité financière. Quand on parle de gros dépôts, de conseils aux entreprises, de gestion patrimoniale, les acteurs bancaires ont tout leur rôle à jouer. Et donc, comme je disais, vu qu'on a un spectre assez large de produits et services, c'est à nous de collaborer. Je crois en réalité que ce qui est en train de se passer, ça va redistribuer un peu les cartes, on aura un nouvel écosystème et nous devons embrasser le changement parce que si les banques ne se transforment pas, ben, on peut tout simplement mourir, hein. Je crois que il est important pour nous d'embrasser tout ce nouveau usage quelque part et puis cette technologie qui s'installe. Après, je crois que ça va se faire par étapes. Il ne faut jamais oublier que tout cela vient aussi avec des challenges de conformité. On en a parlé, de sécurité, de risques opérationnels. Et c'est là où nous, banquiers, le risque de crédit, on peut apporter quelque part cette expérience. Et avec la collaboration que nous devons accélérer et mettre en œuvre avec les acteurs de mobile, tout cela va concourir à avoir des clients, je dirais, mieux satisfait. Et pour moi, je reste convaincu d'une chose, et ça peut être ma conclusion, c'est que tout ce qui permet de faciliter le paiement doit être considéré en fait comme un avantage pour le futur, pour nous-mêmes, pour créer de nouveaux produits, pour se mettre à d'autres niveaux marketing, pour apporter plus de solutions. Et donc, je reste très, très, très optimiste pour l'avenir sur le rôle que les banques ont à jouer face à tous ces nouveaux acteurs qui sont dans notre écosystème aujourd'hui. Merci beaucoup, Harold Kofi. Donc, comme vous le dites, on est plus dans la complémentarité que la concurrence, donc entre les banques et les autres opérateurs de monnaie. Et nous sommes aussi face à une nécessité d'adaptation, donc pour le secteur bancaire, face à ces nouveaux enjeux, à ces nouveaux produits. Et il y a plus de perspectives vraiment heureuses en termes de business, et aussi bien pour la banque, mais aussi pour le client final. Je pense qu'il y a beaucoup plus accès à son compte par différents canaux. Donc, c'est tout bénéf, je pense, pour le développement économique. D'où d'ailleurs la thématique de ce webinaire. Je me tourne vers Fulgence Amani. Donc, Fulgence, que voyez-vous à l'avenir en prochaine étape de distribution sur cette thématique de paiement? Ok, donc, merci Adama. Donc, effectivement, avant ce point, voilà, je me permets effectivement de regarder déjà une autre perspective, donc sous l'angle d'acteur de l'éducation. Donc, la bonne nouvelle, comme effectivement Harold l'a évoqué, c'est que il y a de la transformation à mettre en œuvre. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans des écoles, effectivement, comme la Lomé Business School, dans les métiers, dans la préparation des métiers autour de la finance, on inclut beaucoup de digital. Donc, ce n'est plus une option. C'est obligatoire, effectivement, d'inclure tout ce qui va être analyse de la donnée, tout ce qui va être autour de la sécurité des systèmes d'information bancaire, tout ce qui va inclure d'autres dimensions de l'analyse de risque en s'appuyant sur des outils digitaux. Il y a même des indicateurs qui commencent à faire, dont on parle de plus en plus. On va parler de KRI, donc pour pouvoir effectivement avoir des indicateurs propres à la gestion des risques. Donc, dans ces formations-là, on inclut ces points pour pouvoir mettre au service des banques et donc de l'ensemble de l'écosystème des profils compétents, mais plus orientés vers ces transformations. Donc, il y a aussi effectivement le fait que la BCAO ait mis à disposition donc de manière ouverte sa sandbox, puis avec des API sur lesquels des étudiants, des jeunes diplômés peuvent s'entraîner et donc arriver comme des profils
aguerris dans les différentes banques pour pouvoir aider effectivement à ces transformations. Donc, sur tout ce qui va être disruptif pour demain, donc j'avais évoqué déjà le cas de la donnée, mais il y a des use cases demain qui devaient représenter aussi des fenêtres de business pour beaucoup d'entreprises. Par exemple, sur la partie Asuitech, donc il y a un lien avec ces paiements instantanés. Désormais, on peut être, si on prend la Côte d'Ivoire, on peut être dans une petite ville au centre, à Bokanda, et puis pouvoir renouveler si effectivement les banques et les acteurs de l'écosystème font évoluer des systèmes dans ce sens, on peut être en train de renouveler sa police d'assurance simplement en faisant justement, en utilisant cette paiement instantané qui permet à la banque de confirmer à l'assurance que cet utilisateur a payé a payé effectivement ses frais de souscription de l'année, donc recevoir directement l'attestation parce que derrière, quand on voulait faire du temps réel sur des sujets d'assurance, l'enjeu était là. L'enjeu était à quel moment on est sûr d'avoir reçu les différentes primes d'assurance pour pouvoir mettre en place. Donc, il y aura aussi effectivement des business à développer avec ces acteurs-là pour que désormais dans les banques, on soit plus à l'aise et plus à même de vendre ces produits et donc naturellement de récupérer du flux puisque ce qui va être payé va être d'abord domicilié dans ces banques avant effectivement de pouvoir les mettre à disposition de la compagnie. Le deuxième point aussi, c'est au niveau, on a parlé de la partie application mobile des banques qui doivent évoluer, mais ça va évoluer avec aussi un business en termes de revenus en face parce que désormais, si tous les clients deviennent des gros consommateurs de PI, donc de paiement instantané, ils vont plus utiliser les applications. Donc, il faut faire évoluer les applications en marketplace. C'est-à-dire qu'il faut être capable de pouvoir proposer plusieurs autres produits, effectivement, sur ces applications qui deviennent désormais le grand outil de dialogue envers la banque, puisque, effectivement, tout le monde aime l'instantané. Si on prend l'expérience de l'Europe, de la France, de ce qui s'est passé effectivement avant au Maroc, tous les clients veulent avoir effectivement leurs transactions en temps réel. Donc, à partir du moment où effectivement on a ce canal-là qui devient un canal prioritaire, on a des moyens de pouvoir commercialiser d'autres choses dessus. Et puis, l'autre évolution, je pense, qui va suivre, ça va être les paiements de masse. Aujourd'hui, je pense que le deuxième volet après l'instantané, la BCAO a commencé à travailler, à proposer des solutions, par exemple pour le secteur public, pour que tout ce qui est effectivement interaction avec les différents trésors et autres puisse effectivement se faire à partir d'une API qui est connectée à la plateforme. Donc, on va avoir effectivement une activité autour du virement de masse qui va arriver voilà, à la suite de la partie instantanée. Oui, merci beaucoup, Phil James. Je vois que vraiment, il y a beaucoup d'enjeux, notamment sur les business models des banques, mais aussi des autres établissements de monnaie électronique. Donc là aussi, on se dit qu'il y a plus de convergence que de divergence. Le virement de masse s'inscrit en une suite logique donc, de ce qu'on est en train de vivre. Je vais me tourner vers Dominique Darentière pour lui demander, à la suite de ce qui a été dit et de son expérience internationale, à quoi pouvons-nous nous attendre en termes d'innovation de paiement et comment les systèmes d'information se préparent-ils donc à ce Big Bang? Fulgence a déjà un petit peu dévoilé le sujet, prédit l'avenir. En fait, ce qu'on voit au Maroc, effectivement, c'est qu'ils vont ouvrir les virements de masse. Donc, c'est un projet qui a été initié et qui est en cours d'implémentation. Après, il y a des évolutions qui sont des évolutions, je dirais, par petites touches. Si on revient à l'exemple du Maroc, il y a un plafonnement des paiements instantanés, et ils vont petit à petit libérer les plafonds, par exemple, pour développer la volumétrie. Après, ils vont permettre aux banques l'ouverture de nouveaux services, de pouvoir avoir un mobile wallet, par exemple, qui soit associé à la banque, de pouvoir gérer les alias de paiement. Donc ça, c'est également une évolution qui a peut-être amené, vous en avez également parlé tout à l'heure, c'est de pouvoir gérer effectivement des paiements non plus à partir d'un IBAN ou d'un RIB, mais à partir d'un alias qui soit sécurisé. Vous avez après des méthodes de paiement dans lesquelles, là, on parle de l'émission de virements. Il y a toute la partie acquisition, donc la partie commerçant, la partie TPE. Il y a également une ouverture
des marchés pour que, je dirais, l'acquisition s'ouvre. Donc, autrement dit, que les gens qui puissent maîtriser la partie TPE, la partie e-commerce, soient des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants qui vont se connecter au système de compensation. Après, il y a des méthodes de paiement un peu plus innovantes. On parle de request to pay, par exemple. Ça permet comme vous l'indiquez pour une compagnie d'assurance, d'envoyer une facture avec le lien automatique pour que le client puisse faire le paiement avec acquittement du paiement directement à l'émetteur de la facture. Vous avez les paiements, ce qu'on appelle les account to account, donc directement aussi de compte à compte. Et puis, vous avez l'ouverture à tous les services qui sont associés à du paiement. Donc là, il y a, je dirais, une créativité immense qui se met en route. Hein. Plus les plateformes s'ouvrent, plus les plateformes sont efficaces, plus elles vont capter des flux, et plus les différents acteurs, donc les entreprises de paiement, les banquiers, les opérateurs téléphoniques vont pouvoir monter de nouveaux services, de nouveaux outils qui vont se connecter sur ces plateformes, avec l'obligation, in fine, de bien contrôler que tout se passe correctement, que tout est sécure, qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas de blanchiment. Et l'évolution également qu'on voit apparaître, notamment au Maroc, c'est les paiements cross-border. Donc, finalement, la plateforme est efficace, elle est sécure, donc on va l'ouvrir également je dirais, à des flux vers ou en provenance de l'étranger. Voilà un petit peu alors, c'est des prévisions à court terme. Je suis pas voyant ou devin. Ce qui va se passer dans 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. En tout cas, à très court terme, ce sont ce type de services qui vont être mis en place. Je sais qu'au Maroc, ils sont également en train d'étudier le dirham digital. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est prévu aussi à la BCEAO, en tout cas d'avoir une monnaie totalement électronique qui soit émise par la Banque centrale. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci Dominique Darentière. Merci Fulgence Amani et Harold Kofi pour vos réponses qui sont pertinentes et pour avoir abordé cette thématique stratégique pour le secteur bancaire africain en général. Il y a du côté des participants 9 questions et nous avons sélectionné 3 questions qui résument un petit peu l'essentiel. Parmi lesquels, donc, il y a une question sur les incidences sur les frais de tenue des comptes. Est-ce qu'avec ces nouveaux services, on serait en droit d'attendre à ce que, donc, côté agio et côté coût, qu'il y ait une baisse? Donc, je pense que ça s'adresse plutôt à Harold Kofi. Oui, d'ailleurs, la Banque centrale avait déjà pris des mesures afin que les banques annule un certain nombre de frais sur les comptes, notamment les comptes d'épargne. Donc, il y a déjà eu une première vague de baisse. Aujourd'hui, l'incidence directe, c'est que, vous savez, certaines banques ont signé des accords avec des EME en direct pour les paiements pour justement tout ce qui est transfert d'argent et puis, quelque part, vient être un complément qui permet de pouvoir effectuer des transactions sans avoir à passer par ces anciens canaux, en tout cas jusqu'à un certain niveau. Et donc là, il y a peut-être là une économie évidemment très précise pour le client qui pourra faire ce choix-là, donc d'aller sur le PI qui est gratuit. Je crois que c'est jusqu'à 30 ou 32 transactions dans le mois. Et donc là, l'incidence clairement sur le transfert d'argent, on aura une gratuité. Après, ça n'a rien à voir avec de tenue de compte. Pardon, Adama? Non, je disais oui, c'est très, oui, Voilà. effectivement. Et donc, ça n'a absolument rien à voir avec les frais de tenue de compte. Les frais de tenue de compte, chaque banque a sa grille et ça va continuer à exister. Par contre, vu qu'on rentre quand même dans une ère de compétition beaucoup plus vive en matière de dépôt, de crédit, avec des acteurs multiformes, je reste convaincu qu'à terme, sur du moyen long terme, un certain nombre de frais ou d'ajouts vont continuer à disparaître ou à être revisés. C'est pour ça que je disais que les banques sont dans, dans une période qui est propice à l'innovation, à la réflexion, à la transformation, pour être sûr de continuer à générer des revenus, mais différemment.
D'accord. Donc, merci Harold. Donc là, on pense que le business model des banques, sans être bousculé, va quand même se perfectionner, je dirais. Oui, Voilà, donc inévitable. plus d'ergonomie. Alors, Fulgence, il y a une question, je pense qu'elle s'adresse plutôt à vous. C'est par rapport justement au paiement instantané. Est-ce que ça permet de prendre en compte des paiements transfrontaliers, par exemple entre l'IOMOA et la CEMAC? Alors, en tout cas, la première phase aujourd'hui, effectivement, que la BCAO met à disposition, je pense que l'esprit est resté principalement sur la zone UEMOA pour l'instant. Donc, je pense qu'après, il y aura des travaux avec, pas que la zone CEMAC, mais même aussi, effectivement, avec le Maroc et les autres acteurs. Mais dans sa première version aujourd'hui, c'est inter-UEMOA. Je pense que, voilà, on peut le confirmer. Donc, c'est inter-UEMOA. Après, c'est sûr qu'effectivement, les banques, en travaillant à intégrer PI, vont aussi faire évoluer leur système pour pouvoir avoir effectivement plus d'agilité, d'interconnexion avec d'autres acteurs. Parce que même si on passe effectivement, on passait par les phases de compense, dans la prise en charge de la demande de virement et les autres acteurs, il y avait déjà des évolutions en cours sur beaucoup d'outils. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit en début de, de, de ce call, le premier point que la BCAO introduit là, c'est une révolution, on va dire, dans la zone, mais plus une révolution aussi digitale. Donc, pour beaucoup de banques, je pense à René Harold doit s'en souvenir, au niveau il y a des groupes comme la Société Générale qui pilotaient ce qu'on appelle le change de bank et le run de bank. Donc, qu'on a beaucoup utilisé effectivement dans une ancienne expérience. Aujourd'hui, avec ce changement-là, on est en train de dire aux acteurs bancaires, il faut que vous tous, votre ratio de change de bank, c'est-à-dire des capacités à innover, à intégrer des nouvelles solutions, à intégrer de la transformation, de la formation sur vos équipes, à être capable effectivement de pouvoir embrasser le changement, donc à faire évoluer la banque, à anticiper des évolutions, va commencer effectivement à s'imposer à l'ensemble des acteurs et donc préparer cette transition-là à ouvrir effectivement l'ensemble des moyens de paiement et donc de moyens de transaction à déjà l'écosystème UEMOA, mais aussi au reste de l'écosystème sur l'Afrique, donc la zone Afrique centrale et puis Afrique du Nord. Parfaitement Voilà, d'accord. merci beaucoup. Harold, vous voulez ajouter quelque chose? Non, non, je confirme que Fulgence a raison. Le change de bank, les budgets de change de bank, les capitaux investis pour accélérer l'innovation continuent de croître parce que d'abord, ça va très, très vite. Le Maroc en avance et je crois qu'effectivement, on écoute, on regarde ce qui se passe un peu dans le Maghreb, mais aussi en Europe et aux États-Unis. On parlait de dématérialisation tout à l'heure de la monnaie. Il se passe tellement de choses que ce n'est que pour moi le début de changement et pour pouvoir être up to market, en fait, c'est-à-dire de pouvoir se transformer rapidement, ça nécessite aussi beaucoup de capitaux et d'hommes et de femmes compétents en matière de technologie. Voilà, merci beaucoup. Donc, dernière question, avant de clore ce webinaire. Une question, je dirais, difficile, puisque elle s'adresse à Dominique Darantière, c'est par rapport à votre core banking vis-à-vis de ces nouveaux services. Est-ce qu'il garantit un petit peu aux banques de se prémunir contre la fraude et les cyberattaques? Alors, c'est une question difficile. Je vais y répondre. Alors, déjà, en matière de contrôle et de fraude, ce n'est pas qu'un problème de système informatique, c'est aussi un problème d'équipe humaine, de formation, de process qui sont mis en place et qui doivent être contrôlés et vérifiés. Au niveau du core banking, on a, nous, tous les outils, tous les connecteurs pour déployer les contrôles, aussi bien au niveau des flux, aussi bien au niveau du KYC, au niveau des correspondants. On a également des outils de surveillance, comme l'indiquait tout à l'heure Harold, de tout ce qui est position de liquidité, donc surveiller la position à la trésorerie de la banque.
Si on fait du paiement cross-border, se pose le problème de la position de change qu'il va falloir également surveiller en temps réel, avec la capacité de mettre des limites et des alertes si jamais on vient toucher des limites qui ont été positionnées. Et puis on a également des connecteurs avec je dirais, des outils qui sont vraiment spécialisés sur le marché dans la lutte contre la fraude et le blanchiment, avec des mécanismes d'algorithmes complexes pour aller identifier soit des flux, soit des bénéficiaires, soit des correspondants qui seraient référencés sur des fichiers embargo, sur des fichiers qu'on appelle le lab FT. Donc on a toutes ces capacités, mais j'insiste, hein, ça ne suffit pas s'il n'y a pas derrière des équipes qui soient formées, compétentes, et je dirais une gouvernance derrière qui impose et qui maîtrise ce contrôle. D'accord. Donc, merci beaucoup. Je pense que vous déplacez le curseur sur les ressources humaines qui sont au départ et à l'arrivée de toute révolution, notamment cette révolution des paiements instantanés, des virements de masse. Donc, il y a des adaptations de la formation, de la réorganisation, donc qui devraient toucher ces aspects-là. Donc, mesdames et messieurs, chers participants, vous êtes nombreux à nous suivre, à suivre ce webinaire organisé par Eri Bancaire, et j'ai eu le privilège, le grand honneur de l'animer avec des panélistes, comme vous avez eu à vous en rendre compte, de haute voltige. Donc, nous avions avec nous ce matin Dominique Darentière, qui est un grand expert dans le domaine et qui travaille donc chez Eri Bancaire, donc fournisseur de solutions bancaires. Donc, qui a eu à travailler avec le Maroc pour ces phases d'implémentation de paiement instantané, de paiement de masse. Nous avions aussi avec nous Fulgence Amani de l'EME Business School. On n'a pas eu le temps de lui demander quelles sont les conditions pour s'inscrire dans cette prestigieuse école, mais je pense que le débat se poursuit. Vous pourrez toujours envoyer vos questions sur le canal du webinaire. Et nous avions aussi avec nous, last but not least, Harold Kofi, directeur général de Société Générale Sénégal, qui nous a fait donc l'honneur de nous rejoindre et de parler de l'aspect bancaire dans cette révolution en cours. Donc, merci pour votre patience, merci pour votre temps et à la prochaine, chers panélistes, félicitations à vous.